Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Mathieu Novak, rédacteur en chef, de la Science et Avenir et je vous présente, Thomas Similowski. Bonsoir, Thomas Similowski. Moi, je suis médecin, je suis pneumologue, donc je m'occupe des poumons. J'exerce à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et je fais beaucoup de recherches sur les relations entre la respiration et le système nerveux, entre le poumon et le cerveau. Alors pourquoi on t'invite ce soir? C'est parce que tu as participé très largement à notre dernier dossier qui est consacré au pouvoir de la respiration et que lui-même est une sorte de prolongement d'un livre que tu as écrit, avec, un journaliste qui co-signe avec toi dans Science et Avenir, heu, Guillaume Jacquemont, sur ce livre sur les super pouvoirs de la respiration qui est paru quand déjà? Il est paru fin août. Fin août chez Albin Michel et que donc je vous recommande les 2. Science et Avenir, c'est donc le mensuel que vous trouvez en ce moment avec la couverture sur la respiration. C'est aussi le trimestriel On reste dans la santé puisque notre dernier trimestriel est un guide de la santé. C'est, tout ce qu'il faut savoir pour prendre sa santé en main, prévenir, guérir, soulager et accompagner ceux qui sont malades et dans notre groupe, on a aussi le MOOC, le trimestriel La Recherche, dont la une est très originale ce mois-ci, est consacrée au sol et à l'extrême complexité de cet écosystème qu'on connaît très très mal. Alors ce soir, on parle respiration. Bonjour à tous, bonjour déjà aux premiers qui nous rejoignent dans le chat, TechNow, Superstar Stook, Pigron jaune, Vitruvien, salut à tous, bienvenue. Alors on est là pour discuter respiration, pour l'article du journal, il vous suffit de l'acheter pour le lire, donc on va essayer plutôt d'aller au-delà, de répondre à vos questions à vous et de refaire un tour de ce que c'est que la respiration. Comment tu es arrivé à travailler sur la respiration? Ah, je suis tombé dedans comme Obélix. D'ailleurs, j'ai plusieurs points communs avec Obélix. Et le premier, c'est le volume. Et le deuxième, c'est que je suis tombé dans la respiration quand j'étais petit. En fait, j'étais étudiant en médecine, j'avais 20 ans. Et je suis passé dans un stage où on s'occupait c'était un stage de réanimation respiratoire. Et j'ai été frappé du fait que c'était une partie de la médecine qui était logique, qui était modélisable, dont on pouvait expliquer les mécanismes des maladies. Et ça m'a fasciné depuis tout petit. Et donc, depuis, j'ai fait que ça. D'accord. Et c'est une spécialité qui existe, la respiration en tant que telle? Sinon, on parle de... Oui, alors la médecine des poumons, la médecine des maladies respiratoires, ça s'appelle la pneumologie. Et il y a une recherche et le côté scientifique qui fait le pendant de ça s'appelle la physiologie respiratoire. D'accord. Et alors moi, je fais un truc un peu spécial dans tout ça parce que on en reparlera sûrement dans le Twitch, mais les poumons sont commandés par le cerveau. C'est une des particularités de la fonction respiratoire. Et du coup, moi, j'ai développé une interface entre neurosciences et physiologie respiratoire qui s'appelle la neurophysiologie respiratoire. C'est l'étude des relations entre le système nerveux et le système respiratoire. Oui, du coup, ça te permet de parler respiration, pas que en termes de maladies respiratoires. Absolument, ça me permet de parler respiration en termes d'abord de maladies neurologiques, parce que comme une fois de plus, le poumon est commandé par le cerveau et il est gonflé par des muscles, les maladies du système nerveux vont toucher la respiration, mais ça, c'est qu'un aspect des choses. L'autre aspect des choses, c'est dans notre vie de tous les jours, quand on n'est pas malade, eh bien, on a un dialogue qui s'établit en permanence entre la respiration et le cerveau, dialogue qui va dans les deux sens, du cerveau à la respiration, de la respiration au cerveau, dialogue dont fort heureusement on ne s'aperçoit pas, tout ça est caché, silencieux, mais qui a des conséquences très importantes sur notre vie de tous les jours. La respiration, ça nous améliore les capacités cognitives, ça nous permet de nous relaxer, plein de pouvoirs Ouais, dont on va parler. c'est dont on va parler parce que en fait, on s'intéresse pas à la respiration seulement quand on est malade, mais aussi quand on est bien portant Absolument. pour aller encore mieux. Alors, quand j'ai lu le livre et l'article de Guillaume, le premier truc auquel j'avais jamais pensé, je t'avoue, c'est que contrairement au rythme cardiaque, le rythme de respiration, ça a beau être un réflexe, on n'y pense pas quand on C'est dort, on ça. n'y pense pas 90% du temps, mais on peut le contrôler. Alors c'est ça qui est tellement spécial avec la respiration, c'est que bien sûr c'est automatique, heureusement. Hein. Genre, je ne pense pas à faire battre mon cœur, je ne pense pas à faire bouger mes intestins, je ne pense pas à faire gonfler, dégonfler mes poumons. Donc il y a une commande automatique qui me permet de vivre et qui va d'ailleurs s'adapter. Dès que je fais un effort, je monte un escalier, je respire plus fort parce que j'ai besoin de respirer plus fort. Mais on le voit là à l'écran, le cerveau, il est commandé de l'extérieur. Le poumon, pardon, il est commandé de l'extérieur. Si j'ôte le cœur de la poitrine de quelqu'un, il va continuer à battre quelques moments. Mais si j'enlève les poumons, ils sont tout mous. Ils ont besoin d'une commande extérieure. Et cette commande extérieure, elle est dans le cerveau. Et il n'y en a pas qu'une. Et il n'y en a pas qu'une. Et du coup, il y en a une automatique.
24 heures sur 24, de la naissance à la mort, qui s'adapte à l'effort. Et puis, il y en a une volontaire. Alors, il y en a 3, en fait. Il y a l'automatique, il y a l'émotionnel. La respiration, elle est connectée sur nos émotions. Quand nous sommes tristes, inquiets, dégoûtés, joyeux, la respiration change. Et puis, il y a la respiration volontaire. C'est-à-dire, je peux faire des trucs avec ma respiration qui n'ont rien à voir avec la respiration. Le premier, le plus important, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est parler. Ah oui. Parce que pour parler, j'ai besoin de modifier profondément ma respiration. Si ma respiration continuait à faire des allers-retours, inspirer, expirer avec une fréquence fixe comme le cœur, ben, mes phrases, elles seraient bizarres. Parce que je parle que à l'expiration. Et si mon expiration elle a tout le temps la même longueur et qu'elle est coupée par l'inspiration qui suit, je vais pouvoir dire 2 mots et ça va être incompréhensible. Et donc, dans mon cerveau, il y a tous les mécanismes pour adapter, mettre au repos cet automatisme respiratoire et me permettre de jouer avec mon souffle pour faire des phrases plus longues, pour parler plus fort brutalement, etc. Tout ça, je le fais grâce au contrôle par le cerveau de la respiration. Alors, puisque salut Alice Carliez qui est à la réalisation ce soir, merci beaucoup, nous a mis cette image à l'écran. On va pas, je sais surtout pas pour faire fuir les gens, mais c'est pour montrer. Donc, on voit ici un cerveau qui est coupé en 2 et on voit donc les 3 parties. Alors, on va les prendre une par une, juste rapidement. Donc, la première, c'est celle qui est la plus basse, là, dans le En bas à tronc gauche, cérébral. vous voyez en Ouais. bas à gauche sur l'écran. Donc, c'est là où il y a des cellules qui sont organisées dans réseau et qui vont fonctionner de façon automatique. C'est elles qui vont commander la respiration de tous les jours, la respiration qui persiste quand on dort, la respiration qui s'adapte à l'exercice. Ça, c'est dans un endroit du cerveau qui s'appelle le tronc cérébral. C'est juste au-dessus de la moelle épinière et avant de rentrer dans le cerveau lui-même. Donc ça se met en route à la naissance? Ça se met en route à la naissance. C'est la première chose qui se passe. D'ailleurs, c'est intéressant d'un point de vue, j'allais dire psychologique, sociologique ou autre, mais finalement, quand on réfléchit, la première inquiétude qu'un être humain va imposer à d'autres êtres humains, c'est la respiration. C'est un bébé qui naît, tout le monde est là, en disant, il respire pas. Bon, allez, il respire, c'est fini, on n'en parle plus jamais. Oui. Mais il y a quand même, ça fait partie des éléments pourquoi la respiration est aussi importante dans notre vie, dans notre société. C'est qu'on a tous quelque part au fond de la mémoire cette première anxiété, est-ce que le bébé va respirer? Et finalement, devenir un humain à l'extérieur du ventre de la mère, ben, ça passe par la mise en route de la respiration, qui est la seule fonction qui ne marche pas dans l'utérus. Oui, parce qu'avant de naître, l'oxygène, il parvient par le cordon. Par le cordon. Et dans l'utérus, tout fonctionne. Le cœur fonctionne, le cerveau fonctionne, l'intestin fonctionne. Il n'y a que les poumons qui ne marchent pas et qui vont se mettre en route au moment de la naissance. D'accord. Et après, donc, ici, si tu nous montres sur le schéma qu'on a, non pas une, mais donc Alors, on 2 passe à droite. autres zones. On passe à droite maintenant. Et vous voyez à droite, il y a une espèce de zone qui ressemble à un croissant un petit peu en rose avec un point noir dessus. Ça, c'est une partie du cortex cérébral qu'on appelle le cortex limbique. Alors, on parle parfois, mais c'est probablement pas très approprié, on parle parfois de cerveau reptilien. C'est la partie du cerveau qui gère tout ce qui est émotion. Émotion et puis aussi surveillance de l'intérieur. C'est dans cette partie du cerveau qu'on va savoir si on a froid, si on a faim, si on a mal, etc. Et donc, cette partie-là, elle est très connectée à la respiration, comme je le disais tout à l'heure. Et dès qu'on va avoir une émotion, eh bien, ça va venir interférer avec l'automatisme. Et donc, par exemple, quand vous éclatez de rire, eh bien, votre respiration, elle change et ça vient de cette zone-là. Donc, ça, c'est le deuxième centre de pilotage. Donc, le premier, c'est automatisme, assurer la vie et l'adaptation à l'effort. Et le deuxième, c'est les émotions. D'accord. Et le troisième? Alors, on repasse à gauche. C'est la partie rose qui est en haut de la coupe de cerveau sur la gauche. Et là, c'est le contrôle volontaire de la respiration. C'est ce qui me permet de faire ce que je veux avec la respiration. Gonfler une bouée à la plage, souffler les bougies du gâteau d'anniversaire, souffler une belle lampe en verre, tirer à la sarbacane, nager, contrôler sa respiration quand on nage, parler, siffler, chanter, jouer d'un instrument avant. Il y a beaucoup d'exemples. Mais alors, si on a ce contrôle-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se retenir de respirer jusqu'à en mourir? Parce qu'à un moment donné, la vie est plus importante que, j'allais dire, l'amusement. Et donc, à un moment donné, si j'arrête la partie en bas à gauche, la partie du tronc cérébral, eh bien, le poumon ne va plus échanger d'air, l'oxygène va baisser dans mon sang, le dioxyde de carbone, donc, qui est produit par l'organisme et qu'il faut éliminer, va s'accumuler. Et là, je vais avoir très, très envie de respirer. Et donc, c'est pour ça que, si vous prenez Astérix en Hispanie, avec le petit garçon qui retient sa respiration pour manifester sa colère, c'est pas la peine de s'inquiéter, il n'y a aucun risque. Il va forcément se remettre à respirer à un moment donné. Mais comment tu expliques que certaines personnes comme moi, ils sont capables de tenir 15 secondes maximum en retenant la respiration et d'autres, dont les apnéistes,
ça va à plusieurs minutes. Oui, alors ça s'entraîne. D'abord, il y a probablement des prédispositions. Tout le monde n'est pas égal. Et la deuxième chose, c'est que ça s'entraîne. Et l'entraînement, il est très psychologique. Parce que quand on fait une apnée comme ça, et que le dioxyde de carbone s'accumule dans le sang, eh bien, on va avoir très envie de respirer. Et ça, c'est anxiogène. Ça va donner de l'anxiété. Et ce qu'on fait pour travailler sur l'apnée, c'est apprendre à rejeter cette anxiété. Et du coup, on sépare le besoin de respirer, qui est physiologique, de l'envie de respirer. Et donc, c'est comme ça que les apnéistes, avec l'entraînement, arrivent à tenir de plus en plus longtemps. N'importe qui, pratiquement, qui est en bonne santé, peut passer de tes 15 secondes, moi ça doit être 22, on peut passer à 3 minutes en quelques semaines, uniquement en travaillant sur la relaxation, le contrôle, l'anxiété, etc. Alors, on va en parler de tout ça, mais je voudrais faire un petit saut en arrière. En fait, tout ce dont tu nous parles là maintenant, c'est des découvertes qui sont récentes. Et pourtant, la respiration, on s'y intéresse depuis 4000 ans, le yoga, plus que ça même. Oui, bien sûr. Alors, la respiration, c'est un phénomène qui a fasciné de tout temps, mais pas forcément de façon explicite. Il y a beaucoup d'implicites dans la respiration. Un exemple, c'est le mot qui veut dire respiration en latin, c'est aussi c'est spiritus, c'est le même mot qui veut dire esprit. Et donc, il y a une relation entre le cerveau et la respiration qui est très, très, très ancienne de ce qu'on dit. Et effectivement, le yoga, l'Inde, c'est 4000 ans, les travaux sur la respiration. Mais ça n'arrive en Occident que 19e siècle. Et ça devient un sujet de recherche que 20e, fin 20e. Oui, fin 20e. Donc en fait, ces mécanismes du cerveau, c'est des découvertes. Le mécanisme cerveau et la respiration, c'est des découvertes récentes. Qui sont récents. Donc il y a Teknal dans le chat qui nous parle de cohérence cardiaque. Alors effectivement, c'est une notion qu'on peut aborder tout de suite. Ouais. C'est une des manières de contrôler et d'obtenir un bénéfice, même quand on n'est pas souffrant. Voilà, donc on parle là-dessus. Pour commencer l'explication, il faut dire que quand on gonfle les poumons, on va stimuler une partie du système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Parasympathique. En fait, nous avons deux systèmes, un système excitateur, le sympathique, qui marche avec l'adrénaline. Donc, le mot adrénaline, tout le monde connaît. Hein, adrénaline, c'est l'hormone du stress. D'accord. Et puis, il y a le contrepoids de ça, qui s'appelle le parasympathique, qui marche avec une molécule qui est moins connue, qui s'appelle l'acétylcholine. Ça, c'est la molécule de la relaxation. Quand vous augmentez le taux d'acétylcholine dans le sang, la fréquence cardiaque diminue, la pression artérielle baisse, le cerveau ralentit. La caricature de ça, c'est quand vous faites un malaise vagal. Un malaise vagal, vous voyez du sang, vous avez une espèce de peur, et du coup, l'organisme va se fermer, va se ralentir, et vous tomber dans les pommes tout doucement. C'est un état de relaxation maximum involontaire. C'est un état de relaxation maximum involontaire. Et bien, en gonflant les poumons, on fait la même chose. On augmente ce système-là. Alors, dans la respiration de tous les... En gonflant, ouais. C'est pas en inspirant. Le simple fait d'inspirer comme ça, là, j'ai stimulé mon système parasympathique et j'ai fait sortir de l'acétylcholine. Plus qu'en soufflant. En soufflant, ça marche pas. C'est vraiment à l'inspiration. Ça, alors. Et donc, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est respirer lentement. Du coup, automatiquement, quand je respire lentement, je prends des grandes inspirations. Et puis, à une toute petite fréquence, je vais respirer à 6 fois par minute. Je vais prendre 5 secondes pour inspirer. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 secondes pour expirer. 1, 2, 3, 4, 5. Et je bloque pas. Et je bloque pas. Non. Et j'enchaîne. D'accord. Et en faisant ça, je vais faire moduler mon système parasympathique. Et pourquoi ça s'appelle la cohérence cardiaque? Parce que les battements de mon cœur, ils font aussi un petit truc comme ça. Mais vous voyez là sur le graphique qui a été affiché en haut, quand on est dans la vie normale, les battements du cœur qui ont un effet sur le parasympathique et la respiration, ils ne sont pas ensemble. Du coup, on est sur la 4e ligne en partant du haut. Vous voyez que ça s'annule en fait. Les ondes de parasympathique qui viennent du cœur et celles qui viennent de la respiration s'annulent. Mais quand on passe en dessous, je ralentis ma respiration, je l'amplifie. Regardez la dernière ligne en bas. Ah oui, vous avez une synchronisation. C'est un petit peu comme quand on marche sur un pont. Quand les gens traversent un pont, sans faire attention à la façon dont ils marchent, le pont ne vibre pas, il ne se passe rien. Donc on est sur la 4e ligne en partant du haut. Et puis, si c'est une armée qui passe sur un pont en marchant au pas, il peut faire rentrer le pont en résonance. Ça va se mettre à vibrer et il y a même un risque que le pont s'écroule.
Eh ben, en fait, on a synchronisé les choses. C'est ce qu'on fait avec la cohérence cardiaque et ça permet d'avoir des grandes amplitudes d'acétylcholine et ça a un effet ralentisseur. Donc ça ralentit la fréquence cardiaque, ça baisse la pression artérielle et ça baisse l'excitation du cerveau. Et donc si on revient sur le petit commentaire, du Twitch qui était affiché tout à l'heure, effectivement, bah, si on fait ça tous les jours, 5 minutes par jour, Ah oui, 5 minutes. 5 C'est pas 2 fois 5 minutes, c'est long quand tu te c'est concentres. long 5 minutes, ouais. Ouais. Et se concentrer sur sa respiration pendant 5 minutes, c'est long. Et donc c'est bénéfique. Alors c'est bénéfique, il y a des études, alors il y a des bonnes études, il y a des études qu'on appelle preuves de concept, hein, donc qui montrent que, bah, très probablement, et je garde le très probablement parce qu'il n'y a pas une recherche suffisamment forte pour, être très affirmatif, mais très probablement, ça va diminuer l'anxiété, ça va diminuer le niveau de stress, ça peut diminuer la pression artérielle, donc avoir des bienfaits cardiovasculaires et donc c'est une bonne technique de, respiration contrôlée. Le mot cohérence cardiaque est mal choisi parce que c'est pas facile à comprendre. Ouais. Il vaut mieux dire respiration lente et ample. Oui, parce qu'en fait, le mot cardiaque, c'est parce que ça a une conséquence Oui, sur le ça vient rythme du du cœur. mécanisme, Ouais. le nom vient du mécanisme là. On met en cohérence le cœur et les poumons. D'accord. Alors, ce qui m'étonne dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est l'inspiration et dans ta méthode, tu passes autant de temps à inspirer qu'à expirer? Oui, parce qu'en fait, on veut surtout l'expiration, elle a pas pour objectif de faire augmenter la sécrétion d'acétylcholine, elle a pour objectif de bien se caler sur les oscillations cardiaques. Et donc pour ça, on est obligé d'avoir inspiration et expiration qui font la même durée. D'accord. Donc ça, c'est, une des techniques. Alors, toi, Alors pour répondre là, ah pardon. à Techno, il dit combien de fois par jour? Ah oui. Ce qu'on recommande, c'est, 2 fois 5 minutes par jour ou 5 minutes par jour. Il y a pas de règle. Encore une fois, les preuves scientifiques des bénéfices sur la santé au long terme, elles sont pas là. On a des preuves à court terme. On sait qu'à court terme, ça relaxe. On sait qu'à court terme, ça fait baisser la pression artérielle. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qui va vous protéger, d'un accident vasculaire cérébral si vous avez des facteurs de risque. Court terme, c'est instantané ou Oui, c'est instantané ouais ou quelque temps. Mais donc voilà, pour répondre à Techno, 5 minutes par jour, c'est bien. et il faut que tu te mettes dans des conditions particulières ou tu fais ça Pas sur du ton tout. lit comme dans le métro? On peut faire ça quand on veut. D'accord, 2 fois 5 fois par jour. Ouais, 2 fois 5 minutes. 2 fois 5 minutes, ouais. Mmh. Alors tu disais donc, 6 respirations. C'est ça, 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, donc Le ça fait 10 secondes par respiration, donc ça fait 6 par minute. le rythme normal, c'est à peu près le double, C'est c'est le ça? double, ouais, Ouais, c'est à peu donc près le on double. divise par 2. Ouais. Alors dans ton article et dans ton bouquin, ce que tu dis, c'est que sans aller même jusqu'à cette technique, le simple fait de se concentrer sur sa respiration et de respirer lentement, ça donne déjà des bénéfices? Ouais. Oui, parce que, c'est pas évident, en fait et nous sommes tous persuadés que notre cerveau est capable de faire plein de choses à la fois. Mais la vérité, c'est pas tout à fait ça. Nous sommes capables d'enchaîner les choses, de passer de l'une à l'autre très vite, mais de les faire vraiment en même temps, c'est pas si simple et par exemple, s'il y a des musiciens qui nous regardent, quand on apprend à chanter tout en s'accompagnant à la guitare ou au piano, ben, il faut du temps. Il faut automatiser tout ça et c'est compliqué et au début, on n'y arrive pas. Et donc, se concentrer sur la respiration alors qu'on rentre en compétition avec le système automatique, bah, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'attention. Et déjà, si je concentre mon attention sur quelque chose, ben, je vais avoir peu de place dans ma tête pour penser à autre chose. Oui, Et donc donc, et tu as donc pas le déjà, tout ce qui est rumination, pensée parasite, ça va partir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on vient de dire avec l'histoire de l'acétylcholine et du parasympathique. Puis le troisième point, c'est que si vous faites cette respiration par le nez, il y a de l'air qui va passer dans les narines et qui va faire bouger les petits cils qui sont au fond des fosses nasales. Et quand tu fais ça, eh bien, le cerveau, il entend ta respiration immédiatement. Et du coup, il va transmettre partout dans le cerveau, ça part du bulbe olfactif et ça va partir partout dans le cerveau, les ondes à la vitesse de la respiration. Et donc, les ondes lentes, ce sont des ondes qui calment et qui apaisent. Quand on s'endort, on ralentit les ondes cérébrales. Et donc, du coup, on a 3 mécanismes. Quand je me concentre sur ma respiration pour respirer lentement, premièrement, j'ai du mal à penser à autre chose. Donc ça, c'est bien, ça distrait des soucis du quotidien. Deuxièmement, ça augmente mon acétylcholine et ça va donc du coup ralentir la fréquence cardiaque, ralentir le cerveau. Et troisièmement, ça envoie au cerveau des ondes lentes qui sont des ondes apaisantes. donc le même exercice est plus efficace si tu le fais par respiration nasale? Oui, si on le fait par respiration nasale, on a vraiment cet effet sur les ondes cérébrales. Si on le fait par respiration buccale, ça marche aussi, mais moins bien, parce que, encore une fois, les cils qui sont dans les fosses nasales,
qui sont tout près du cerveau, en fait, hein. C'est une transmission directe au travers du bulbe olfactif vers l'ensemble du cerveau. Donc c'est vraiment un mécanisme très puissant. Les cils, c'est quoi? C'est les poils qui dépassent du nez ou Non, pas? non, Non? non, c'est tout au fond des fosses nasales. Quand on va tout au fond du nez, en haut, il y a un plafond, une sorte de plafond. Mais ce plafond de la cavité nasale, c'est le plancher du cerveau. D'accord. Et donc, on est tout de suite connecté. Et les cils en question, ce sont les cils olfactifs qui permettent de sentir les odeurs. Et ils sont connectés à des neurones. Donc, lorsque je sens une odeur, ça veut dire deux choses. C'est que, un, il y a une molécule qui s'est fixée sur ces cils, une molécule qui fait des odeurs. On le voit très très bien là sur le schéma. Vous voyez la petite tasse de café, hein, tasse de café, flèche rouge, et je viens exciter les cils. C'est la flèche rouge la plus en haut. Et puis ces cils, ils sont branchés sur des neurones. Donc dès qu'ils s'agitent, hop, signal pour le cerveau. D'accord. Bon, donc si on trouve ça disgracieux, on peut continuer à se raser les poils du nez, il y a pas d'incidence? Pas Bon, d'incidence. plus sérieusement, quand il y a une expérience que j'ai trouvée extraordinaire, c'est que si tu injectes dans le sang des molécules olfactives Ouais, et qu'on respire pas, ouais. on sent rien. Et donc pas de respiration, pas d'olfaction. Ça a l'air surprenant comme ça, mais quand on y réfléchit, c'est évident. Donc l'expérience que tu décris, c'est des chercheurs italiens. Donc ils ont mis les gens dans une pièce, ils se sont bien assurés, ce qu'on appelle une pièce blanche, hein, donc il y a pas de molécules, il y a rien du tout. Et lorsqu'ils ont injecté dans le sang une molécule qui normalement produit une odeur, ils l'ont fait, ils ont dit au sujet: «Vous respirez pas». Donc ils injectent le truc, la molécule, elle arrive par la circulation sanguine, elle imprègne les cils en question par la circulation sanguine, et les sujets sentent rien. Et puis on leur dit: «Maintenant respirez», paf, l'odeur arrive. C'est Ça extraordinaire. ça veut dire que pour sentir une odeur, il faut deux choses. Il faut une molécule qui se fixe sur un récepteur, mais il faut que le récepteur, donc le cil, soit agité par la respiration. Et donc, quand on ne peut pas respirer par le nez, eh ben, on ne sent pas les odeurs. D'accord. Alors on va C'est très revenir mécanique. aux odeurs tout à l'heure, mais en priorité aux questions du chat parce qu'on est là quand même surtout et avant tout pour interagir. Alors Pandico qui nous dit: «Mais parfois l'organisme, il utilise autre chose que la respiration pour les efforts prolongés comme l'anaérobie. Comment ça fonctionne?» Ah, alors ça, c'est intéressant parce que ça vient nous C'est donner un truc sur le sens du mot respiration. ouais, Et en fait, respiration, comme on l'utilise depuis le début de cette émission, on dit respiration pour montrer les mouvements de la poitrine. Mais en fait, c'est pas ça la respiration. Ça, c'est la ventilation. d'accord, La respiration, ça se passe au niveau des cellules. Donc les cellules, c'est des petits moteurs. Et elles vont produire de l'énergie. Et pour ça, elles ont besoin d'essence, elles ont besoin de carburant, c'est le sucre. Et elles ont besoin de quelque chose pour faire brûler le carburant, qu'on appelle le comburant, c'est l'oxygène. Et donc, oxygène, sucre produisent énergie et un déchet qui est le dioxyde de carbone. Ça, c'est la respiration aérobie. Mais il arrive effectivement qu'on fasse des efforts où ça va trop loin, on n'est plus capable de fournir assez d'oxygène, et donc on va passer sur un autre mécanisme qui est: je vais faire brûler mon sucre hors de la présence d'oxygène. Et du coup là, au lieu de produire du dioxyde de carbone, je vais produire une substance qui s'appelle le lactate. C'est ça qui donne les courbatures. Le lactate, c'est toxique pour les muscles, ça fait mal. Et on s donc, la respiration anaérobie, qui est pointée là par je n'arrive pas à dire son nom parce que c'est trop loin, l'écran Pandico. est trop loin, par Nico. La respiration anaérobie, c'est vraiment un mécanisme au niveau de la cellule. Et en fait, pendant ce temps-là, les poumons, ils pompent à fond, à fond, à fond, parce qu'ils essayent d'amener le plus d'oxygène possible, mais pas forcément suffisamment pour ce que les muscles demandent. Et donc, il y a une dissociation entre ce terme de respiration qui est la combustion au niveau de la cellule, et puis la ventilation. Et donc, en fait, les poumons sont pas vraiment en cause dans le passage de aérobie à anaérobie. Les poumons, eux, ils sont au max, ils amènent tout l'oxygène possible, sauf que c'est les muscles qui savent pas bien l'utiliser ou qu'on voudrait encore Qui en voudrait plus. plus, Ouais. ouais. Donc quand tu as des crampes, des courbatures le lendemain, c'est que tu as dépassé cette Voilà, c'est qu'on limite a dépassé cette et limite. les crampes, ça a un rapport aussi ou pas? Les crampes, ça a un rapport aussi, un peu moins net à mon avis, mais c'est un rapport aussi. Les crampes, c'est, quand on fait contracter les muscles de façon tellement soutenue qu'on n'a pas le temps, d'obtenir la relaxation entre 2 Ah, contractions. d'accord. Donc pour résumer, les poumons peuvent soit pour pas fournir assez d'oxygène, soit s'arrêter. Les cellules, elles continuent, elles, à respirer. Oui, On arrête la ventilation, mais la respiration continue. absolument. D'accord. Autre question, alors que ça va assez vite. Est-ce qu'il y a un lien entre une bonne respiration et le sommeil? Alors, absolument, le sommeil, c'est une période où alors i les liens vont dans les 2 sens.
Le sommeil, c'est une période où la respiration devient fragile. Parce que la respiration, elle nécessite que tous les muscles, tout un tas de muscles se contractent, y compris des muscles des voies aériennes supérieures, les muscles qui sont situés ici, hein, au niveau du larynx et du pharynx. Et quand on dort, bah, les muscles sont un petit peu moins toniques. Et du coup, il y a un risque de fermeture des voies aériennes, ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Et donc, ça, c'est un premier lien entre respiration et sommeil. La respiration, elle est en danger, entre guillemets, pendant le sommeil, parce que bah, l'organisme est moins tonique, les muscles sont moins actifs. La deuxième chose, c'est dans l'autre sens. Est-ce que si j'ai une maladie respiratoire, donc l'opposé d'une bonne respiration, est-ce que si j'ai une maladie respiratoire, je vais avoir un risque de mal dormir? Ben, la réponse est oui, parce que quand j'ai une maladie respiratoire, j'ai du mal à respirer, je suis essoufflé. En termes médicaux, ça s'appelle dyspnée. Dys, c'est de travers, et pnée, c'est respirer. Donc, je respire de travers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je respire, ben, j'ai du mal, en fait. Il me manque de l'air, je me sens pas bien. Ben, imaginez, c'est comme une douleur, ça ressemble beaucoup à une douleur. Bah, quand on a mal dans le dos, parce qu'on a une sciatique, on dort pas bien. On est réveillé par la douleur. Bah, c'est pareil, quand on a du mal à respirer, eh ben, la même chose, on va avoir un retentissement sur le sommeil. Donc il y a un très fort lien entre respiration et sommeil. Et je vais terminer sur le sujet en disant, on a parlé d'ondes lentes tout à l'heure. J'ai dit, si je respire plus lentement par le nez, je balance tout un tas d'ondes lentes dans l'ensemble de mon cerveau. Bah, ça, c'est ce qui se passe quand on s'endort. Et donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont du mal à s'endormir, bah, votre cohérence cardiaque, là, dont on parlait, là, faites-la donc au moment de vous endormir, et vous allez voir que vous irez pas au bout des 5 minutes. Normalement, vous endormirez avant. Oui, parce que ce que tu dis aussi, c'est que on peut améliorer son sommeil et la vitesse d'endormissement en travaillant sa respiration pendant la journée. Et en Alors, particulier, ça, j'en suis moins sûr, parce que, alors oui, si on fait de la cohérence cardiaque, comme on a dit tout à l'heure, 2 fois par jour, on va baisser son stress, on va baisser sa pression artérielle, il y a des chances qu'on dorme mieux. Mais bon, c'est un raisonnement, j'ai pas de preuve que ce soit absolument vrai. par contre, pour l'endormissement, Mais si pour tu fais l'endormissement, j'y crois beaucoup. Moi, je le fais, je le pratique beaucoup. la cohérence cardiaque Ouais, pour pour s'endormir s'endormir. plus vite. Respiration thoracique et respiration abdominale. Alors, c'est vrai qu'on a toujours cette discussion. Est-ce que quand je respire, est-ce que il faut que ça gonfle ici ou est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre que ça doit gonfler? Alors, d'abord, chacun respire d'une façon différente. On a tous une façon de respirer qui nous est propre. Quand quelqu'un marche dans la rue et qu'on le voit de loin, on le reconnaît à sa démarche. La façon dont il balance les bras, la façon dont il bouge les hanches, etc. C'est ce qu'on appelle en jargon une signature motrice. Eh ben, on a une signature motrice respiratoire. C'est-à-dire que toi et moi, on ne respire pas pareil, en fait. Tu veux dire dans le rythme ou Dans la façon dont on bouge la cage thoracique et dont on bouge le ventre. Donc, cette respiration abdominale thoracique, chacun est un peu différent. Et puis, si maintenant je décide, si je te demande de gonfler les poumons, tiens, vas-y, gonfle les poumons à fond là. Voilà, là, tu l'as fait uniquement avec le thorax. D'accord? Et maintenant, on va faire un autre exercice. Mets ta main sur ton ventre, voilà, les mains sur ton ventre, et tu prends une inspiration, mais en poussant les mains vers le bureau. Non, voilà. Et donc là, on voit que le ventre sort à l'inspiration. Bah, dans le premier cas, on a utilisé les muscles de la cage thoracique. Et dans le deuxième cas, on a utilisé un muscle très important qui s'appelle le diaphragme, qui est une espèce de coupole qui sépare le thorax de l'abdomen. Et en inspirant comme tu l'as fait, tu as fait descendre le diaphragme, ce qui a fait sortir le ventre. Et donc, pour répondre à la question, les zones du cerveau, oui, sont un petit peu différentes en fonction de la façon dont on va activer le thorax et l'abdomen. Et est-ce qu'il y a une des respirations qui est meilleure que l'autre, entre guillemets? Alors, quand on parle de la respiration spontanée, celle qui est automatique de tous les jours, la réponse est non. Chacun respire comme il respire. Il n'y a pas de différence. Et par contre, lorsqu'on fait des exercices respiratoires, favoriser la respiration abdominale est intéressant, parce que ce mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure d'augmentation de l'acétylcholine avec l'amplitude respiratoire, il est augmenté si je fais ça par mon diaphragme. Pourquoi? Parce que le diaphragme, ça fait gonfler plus de poumons. Il y a une plus grande masse de poumons qui est dilatée par le diaphragme. Et la deuxième chose, c'est que le diaphragme, ça appuie sur le ventre, sur le contenu intestinal, où il y a aussi beaucoup de systèmes parasympathiques. Donc, quand on fait du yoga, quand on fait de la relaxation, en privilégiant la respiration abdominale, donc le diaphragme, on augmente les effets obtenus. Donc, si je résume, il faut respirer amplement, ce qui veut dire lentement, par le nez et en sortant le ventre. Et là, on est au max de ce qu'on peut faire comme effet apaisant de la respiration. Donc lentement, je me concentre sur ma respiration. Par le nez, j'active les cils qui disent au cerveau: «Il est en train de respirer». Et en mettant mes mains ici, je me concentre pour donner plus d'air
Et appuyer sur le et ventre. appuyer sur le ventre. Et du coup, j'augmente mon tonus parasympathique. D'accord. On a parlé de ces techniques-là, mais il y en a d'autres aussi qui existent. Il y en a une qui s'appelle la respiration au carré, où cette fois-ci, on bloque la respiration. Alors, il y a plein de respirations différentes. Ouais. Et quand on regarde les textes indiens anciens, les textes de yoga, on trouve des dizaines de respirations différentes et à chaque fois, elles ont une indication. Telle respiration va favoriser ceci, etc. Je dis pas que c'est faux, parce qu'il faut toujours faire très attention aux histoires qui sont anciennes, empiriques, etc. Je dis juste que ça demande à faire de la recherche. Et actuellement, les recherches qui sont disponibles, elles permettent de montrer des effets très nets sur la cohérence cardiaque, sur l'aspiration diaphragmatique, sur l'aspiration par le nez. Mais malheureusement, il n'y a pas de preuve scientifique que tel mode, donc respiration au carré, respiration en bouchant une narine, etc., ait des effets spécifiques. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que vous vous concentrez sur votre respiration, vous améliorez les choses. À chaque fois que vous augmentez l'amplitude de votre respiration, vous améliorez les choses. Et comment tu fais pour étudier ça au laboratoire? Tu as les gens, tu leur mets des trucs Oui, alors sur le au labo, cerveau, si tu viens, tu peux venir un jour, hein, avec plaisir. Ouais. on te fera, expérimenter. Donc on utilise plein de systèmes de mesure pour, mesurer la façon dont les gens respirent, donc le volume, la fréquence, la vitesse, et cetera. Et puis des électroencéphalogrammes. Des fois, on va, chez les neurologues, pour faire des IRM fonctionnels, voir quelles sont les zones du cerveau qui s'activent. On a plein de techniques pour étudier la relation entre les 2. L'électroencéphalogramme est une technique qu'on utilise beaucoup, qui est très importante, qui permet de savoir comment le cerveau récupère les informations à partir de la respiration, comment il envoie les commandes au système respiratoire. D'accord, et là, après, tu peux mesurer les conséquences sur le rythme cardiaque, mais Absolument. sur tout ce qui est stress ou anxiété, comment tu Alors, peux on a des l'objectiver questionnaires. ça? Alors, pour le stress et l'anxiété, on peut utiliser le rythme cardiaque et le spectre de fréquence du rythme cardiaque qui donne des indications sur le stress. On peut utiliser ce qu'on utilise dans les détecteurs de mensonges. C'est un petit truc qu'on met sur le doigt et qui mesure la transpiration, en fait, et la Mmh. transmission de courant. On peut utiliser des questionnaires aussi. Donc, il y a plein de choses pour évaluer l'impact sur le fonctionnement du cerveau, le stress. Donc, on peut aussi faire des tests cognitifs parce que la respiration, elle va changer les performances dans certaines actions cognitives, de mémorisation, de reconnaissance, etc. Et donc toi, au quotidien, tu reçois des volontaires et tu les équipes comme ça et Oui, tu leur donnes des indications pour respirer différemment et tu voilà. Et observes? alors on a plein de protocoles différents les uns des autres, mais le principe général, c'est ça. On fait venir des volontaires, on leur explique un petit peu ce qu'on va faire, et puis on les soumet à différents types de tests avec différents types de mesures. OK. On parlait apnée tout à l'heure et j'ai vu passer une question, dans le chat qui est descendue un peu, mais que voilà, merci beaucoup Alice qui nous a remis en fois. Est-ce que travailler ses capacités en apnée, c'est un bénéfice, hormis le fait de Alors pouvoir, faire de la plongée? Alors le bénéfice, il est très clair puisqu'on a dit tout à l'heure que pour augmenter sa durée d'apnée, le truc, c'était d'arriver à gérer son anxiété et gérer son envie de respirer. Et donc du coup, en travaillant l'apnée, on apprend à travailler sur soi-même et à travailler sur, la conscience de soi, sur, la maîtrise des sensations corporelles, et cetera. Donc ça, c'est bénéfique. Après, dangereuse, hem pas si on le fait de façon raisonnable. Le problème des apnéistes qui font des apnées de 7, 8, 15 minutes, je crois que maintenant les records sont, c'est que le cerveau manque d'oxygène pendant ces apnées. Et tous ces grands apnéistes avec des records du monde, c'est un secret bien gardé et personne ne veut trop le publiciser, mais il y a quelques études qui montrent qu'ils ont des lésions cérébrales liées au manque d'oxygène et sur certains tests cognitifs, ils sont un petit peu moins performants que ce qu'ils ne devraient l'être. Dès le moment où ils pratiquent l'apnée ou sur leur grand Alors, âge? je peux pas répondre à ça, mais non, c'est des C'est tout de pratiquants. suite? C'est des pratiquants. Ah oui, d'accord, c'est Je parle de pratiquants. Bah, on peut pas laisser un cerveau 12 minutes sans oxygène, c'est pas possible. Et donc, même avec l'entraînement, la progressivité et tout ce qu'ils font comme mesure pour essayer de protéger leur cerveau, il y a quand même des répercussions. Donc ma réponse, c'est bénéfique avec raison, avec supervision et puis dangereuse sinon. En 88, j'étais interne en médecine, donc très jeune médecin, mon apprentissage, et il est sorti ce film absolument magique, Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, que j'ai vu 100 fois et qui est magique. Mais j'ai reçu des jeunes gens, plus jeunes que moi, adolescents, qui se sont noyés dans leur baignoire.
Oui. en essayant de faire des apnées aussi longues que possible. Donc, Et pourtant, tout à attention. l'heure, tu disais que le cerveau, Oui, oui, mais il peut et- y avoir des accidents. Il peut y avoir des accidents. Donc, quand tu es 100 très mètres attention. sous l'eau, Alors, par exemple, une cause d'accident très claire, c'est euh, quand on fait une hyperventilation avant de faire l'apnée. On respire très, très fort, très, très vite, très profondément pour faire baisser le niveau de CO2, dioxyde de carbone, dans le sang. C'est ça qui nous donne l'envie de respirer. Et du coup, on va pouvoir rester beaucoup plus longtemps sans avoir envie de respirer. Et du coup, on va exposer le cerveau beaucoup plus longtemps au manque d'oxygène. Et le risque, c'est de faire une syncope. Et donc, c'est pour ça que quand les gens font des apnées à la piscine, là, je vais faire 25 mètres sous l'eau et on va voir si j'arrive à en faire 50. OK, mais il ne faut pas commencer par une hyperventilation parce que là, il y a un risque de tomber dans les pommes sous l'eau. C'est comme ça qu'on se noie. donc l'hyperventilation, à force d'expulser du CO2, ça te donne moins envie, en fait, de respirer. C'est Mais ça. autre question annexe, pourquoi est-ce que quand on hyperventile, on a des étoiles dans les yeux, voire on peut tomber dans les pommes? Alors, Justement, avant de justement, quand on fait baisser le CO2 très vite, comme ça, on modifie considérablement la chimie du sang. Et donc le CO2 est un déterminant très important de l'acidité du sang. C'est ce qu'on appelle le pH, hein, le pouvoir hydrogène. Donc, est-ce que le sang est acide, est-ce qu'il est neutre ou est-ce qu'il est basique? Et lorsque on fait baisser très très vite, très très fort le CO2, le sang devient brutalement basique, c'est-à-dire que le pH monte. mmh. Et quand le pH monte, il y a plein de substances comme le calcium ou le potassium qui vont s'engouffrer à l'intérieur des cellules. Et ça va donner tout un tas de manifestations comme les doigts qui picotent, la main qui se crispe, qu'on voit dans les crises de tétanie, et puis un peu de vertige, les Et ça, fameuses c'est étoiles dans néfaste, les ça. yeux. Bah, c'est pas très bon, oui. On a une question qui est, passée tout à l'heure sur le sport. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler son souffle pour faire du sport? C'est quelque chose, qui peut être entraîné si tu fais de la course à pied ou de la natation? Est-ce qu'on peut développer ses capacités pulmonaires et respiratoires? Alors, 2 réponses, 3 réponses, plein de réponses. Heu, Déjà, quand on s'entraîne, la respiration, elle suit, comme le cœur. De Donc façon quand réflexe, tu as de pas à y fa voilà. penser, Donc quand on s'entraîne, quand on court un peu plus tous les jours, quand on nage un peu plus tous les jours, quand on fait un peu plus de vélo tous les jours, les muscles deviennent plus performants, le cœur suit et la respiration suit. Donc, dans une certaine mesure, il n'y a pas d'intérêt particulier à travailler ces muscles respiratoires, premièrement. Deuxièmement, il y a certains types d'efforts où il peut y avoir un avantage à surdévelopper les muscles respiratoires. tu penses à quoi? Je Ouais. pense par exemple au vélo en particulier au vélo en montagne. Au sport où il y a aussi parfois besoin de beaucoup de sprint, au sport où il faut avoir des muscles respiratoires très forts pour lever des charges, comme l'haltérophilie. Dans ces sports-là, ça peut être intéressant de muscler spécifiquement les muscles respiratoires. Il y a des appareils pour faire ça. Comment on fait ça? Ouais. Bon, à la salle de gym, on tire sur des poids. Bah, là, on va inspirer sur des poids. C'est des petits appareils qui permettent de muscler ces muscles. Mais ça, c'est pas nécessaire C'est pour pas que les. juste tu fais à la maison, ça? On peut le faire à la maison, ça s'achète dans le commerce, Ah oui? hein. Oui, dans les magasins de sport, on achète des valves comme ça où on apprend à tirer dessus. Mais ça va rien vous donner, si vous n'êtes pas un compétiteur de très haut niveau. Hein, c'est vraiment des choses qui sont faites pour les gens qui font de l'aérobie, à extrême intensité et cetera. Donc c'est pas quelque chose de particulièrement important. Maintenant, il y a des sports qui, quand on les pratique jeunes, pendant la croissance, vont créer des grandes capacités respiratoires. Il y en a 3 qui sont connus pour ça. La natation. Donc Léon Marchand, qui doit nager des heures par jour depuis qu'il a 2 ans et demi, il a certainement une capacité pulmonaire très importante. Le deuxième sport, c'est l'aviron, qui développe beaucoup la cage thoracique. Et puis, bizarrement, le basketball aussi, parce que le basketball, on se sert beaucoup de ses bras. Et donc, on mobilise beaucoup la cage thoracique. Et donc, les basketteurs ont des grands poumons. Donc, si vous voulez, pour une raison ou pour une autre, avoir des grands poumons, ou que vos enfants aient des grands poumons, eh ben, il faut faire un de ces 3 sports pendant la croissance. Après la croissance, ça ne marche plus. D'accord, mais là, quand tu parles de capacité, c'est en fait, le volume d'air qu'on va C'est réussir à ça, absorber, c'est quoi. ça, Donc en fait, tu travailles les muscles, l'élasticité que tu c'est ça. as. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pas aussi important que l'entraînement des muscles, parce que ce qui compte, c'est pas tellement la quantité d'oxygène que le poumon peut amener dans le sang, c'est la capacité que les muscles ils ont à le pomper. Et donc, quand un muscle est peu entraîné,
c'est un grand consommateur d'oxygène. Donc quand on ne fait pas de sport et qu'on se met à monter 4 étages d'un coup, les muscles, ils vont bouffer tout l'oxygène qu'ils Ah, et c'est eux peuvent qui sont pas et efficaces, parce en qu'ils ne sont fait. pas efficaces Ouais, et donc du d'accord. coup, on va respirer très, très fort parce qu'on va essayer d'amener de l'oxygène en plus. Mais l'entraînement, il augmente pas tellement la capacité pulmonaire, il augmente beaucoup la capacité des muscles à pomper l'oxygène. Donc si mes 4 étages qui m'ont beaucoup essoufflé, je les fais tous les jours pendant 1 an, bah, au bout d'1 an, je n'aurai pas du tout la même ventilation à l'arrivée parce que mes poumons n'auront pas changé. C'est pas de monter dans les étages qui vont changer ma capacité pulmonaire. Par contre, mes muscles seront beaucoup plus efficaces et ils tireront plus d'oxygène, donc ils demanderont moins d'efforts aux poumons. Ouais, et les super sportifs comme Léon Marchand, ils ont les 2, quoi. Ah Ils oui, ont des muscles hyper efficaces et une capacité monstrueuse. absolument. D'accord, et donc très très bonne transition, de, Gingembre Brownie qui nous demande: «En dehors de l'activité physique type sport dont on vient de parler, est-ce que certaines pratiques comme le chant ont des effets sur la respiration et sa qualité?» Alors la réponse est double. 1, si on veut bien chanter, il faut travailler sa respiration. Ça, c'est très important et 2, le fait de chanter, bah, fait aussi automatiquement travailler la respiration. Donc on fait 2 choses quand on chante. On développe ses muscles respiratoires, on améliore son contrôle de la respiration et puis aussi, ben, on fait sortir plein d'hormones du plaisir dans le cerveau qui sont liées au chant. Donc, quelles sont ces hormones? Il y a des endorphines, donc de la morphine qui est fabriquée par le cerveau lui-même. Il y a une hormone antidépressive qui s'appelle la sérotonine. Il y a la dopamine qui est l'hormone de la récompense. Tout ça, quand on chante et en particulier quand on chante en groupe, ça augmente. Ça augmente pour 2 raisons. Une qui est assez naturelle, on a le plaisir d'être ensemble, on chante, c'est sympa, et cetera. Et la deuxième raison, c'est la respiration. Et il y a un phénomène aussi qui est intéressant, c'est que, dans une chorale, par exemple, les gens vont, synchroniser la façon de chanter, ils vont synchroniser leur respiration. Et même dans certains travaux collaboratifs qui sont pas du chant, si on fait faire à des gens le même exercice, par exemple avec les bras, mais à plusieurs, et ben, on s'aperçoit que la respiration se Synchronise, synchronise. ouais. Et c'est ce qu'on appelle la respiration collective et cette respiration collective, elle a des effets bénéfiques, sur le groupe. Elle améliore la coopération. Donc, chanter est bénéfique pour la respiration, mais tu dis qu'aussi qu'on peut travailler la respiration pour mieux chanter, et Oui, comment on travaille? alors et c'est là où on va rentrer dans un sujet que j'aime bien. Toute personne qui a déjà pris un cours de chant ou un cours de yoga a de bonnes chances d'avoir été exposé au prof de chant ou au prof de yoga qui lui dit: «Oh là là, mais toi tu sais pas respirer». Alors ça, c'est terrible parce que 1, c'est culpabilisant. Mmh. «Oh, je suis nul, je peux pas respirer». 2, c'est peut-être même anxiogène. Si je sais pas respirer, c'est tellement vital. Donc il faut bien distinguer les choses. Tout le monde sait respirer et la preuve, on est vivant, premièrement et la deuxième preuve, c'est notre respiration, elle s'adapte automatiquement à notre activité. Donc ça marche tout seul. Par contre, pour faire des choses un peu spéciales, il faut travailler. Je fais souvent cette analogie, on sait tous marcher. On a appris à marcher une fois, hein, quand on était petit, après on s'en occupe plus. Bon, donc tout le monde sait marcher. Ouais. Bien. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des amateurs de football qui nous regardent, mais si vous voulez, dribbler 3 défenseurs, puis, mettre un but dans la lucarne, comme, Mbappé, bah, ça s'apprend, hein. Et donc, on peut pas apprendre à respirer. Par contre, on peut apprendre à se servir de sa respiration. Et donc pour revenir à ta question sur le chant, bah, quand je chante, je dois apprendre, combien d'air je prends pour, cette phrase musicale, je dois apprendre à freiner mon expiration pour pas que tout mon air se vide d'un coup. Je dois apprendre à contracter mon diaphragme et à le garder contracté pendant que je chante. Donc il y a un vrai travail sur la coordination des muscles respiratoires et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la respiration du yoga, c'est vrai pour, la respiration quand on fait de la méditation, c'est vrai pour, les professionnels du souffle. Si je prends le souffleur de verre, bah, il va apprendre un certain nombre de techniques, Donc là, c'est pour ça. entraîner son corps par rapport à un exercice C'est qu'il va ça, faire. C'est voilà. pas comme on disait tout à l'heure, s'entraîner à une respiration lente ou, Alors c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose avec la respiration qui n'est pas la respiration naturelle, ça demande du travail et ça demande de l'apprentissage. d'accord. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On est avec, Thomas Similowski qui a écrit avec Guillaume Jacquemont un livre sur les super pouvoirs de la respiration paru en 2004 chez Albin Michel que je vous recommande et qui est aussi les mêmes auteurs co-signent un article dans le cadre d'un dossier sur les pouvoirs de la respiration corps et esprit. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat.
on essaie d'y répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Est-ce qu'il reste des... On a vu que tu as fait de la recherche. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait faire encore plus de recherche, mais des choses comme par exemple la respiration au carré, où on bloque sa respiration. Tu ne peux pas répondre d'un point de vue scientifique si c'est bénéfique ou pas. Donc il y a cette question de Pandico qui est tout à fait pertinente. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des grosses inconnues sur la respiration? Alors, il y a tout un domaine qui, alors oui, d'abord, fort heureusement, il Il y y a a du boulot. il y a toujours non, mais il y a toujours des grosses inconnues surtout et c'est heureux et à chaque fois que les techniques et les réflexions progressent, on trouve de nouvelles questions et en recherche, il y a jamais de résultat. Il y a pas de résultat définitif. Il y a un résultat qui va permettre de faire autre chose. Mais le truc qui est le plus fascinant en ce moment sur la respiration, et qui se développe depuis pas plus de 5 ans, c'est les relations avec les capacités cognitives et les capacités de mémorisation. Alors, il y a des choses fascinantes qui ont été mises en évidence. Par exemple, là, sur la table devant moi, il y a un exemplaire de Sciences et Avenir de ce mois-ci. Si tu me dis prends-le, je le prends, Prends-le. bon, je le remontre aux auditeurs. Il n'y a aucun lien avec la respiration, j'ai exécuté ton ordre. Maintenant, si tu me dis prends-le quand tu veux, eh bien, ce qui a été montré, c'est que je vais le prendre à l'expiration. Ça alors. Et si tu me dis, imagine un coquelicot, eh bien, et fais-moi signe quand tu as imaginé un coquelicot, c'est une recherche qui a été faite en Suisse, eh ben, les gens, ils font venir leur image mentale à l'expiration. Alors, autre chose, on montre des images aux gens, des petits flashs, et on cale ça sur leur respiration, puis après on leur demande c'est quoi que je vous ai montré, une espèce de test de mémoire. Eh bien, on se rappelle beaucoup mieux des images qu'on a vues cette fois-ci à l'inspiration. Donc ça, c'est vraiment les grosses inconnues sur la respiration pour répondre à la question. C'est tous les rapports qui existent entre respiration et fonction cognitive, fonction de mémoire, etc. Et d'un point de vue évolutif, on s'explique pourquoi? Non? C'est juste une observation pour le moment. C'est une observation. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt de la respiration pour le cerveau, c'est que c'est un synchronisateur. Et donc le cerveau, c'est un organe très compliqué, avec des zones qui sont très éloignées les unes des autres, et ces zones, elles doivent travailler ensemble, elles doivent coopérer. Et pour coopérer, il faut bien se repérer sur quelque chose. Et ce qu'on pense actuellement, c'est que c'est exactement comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire le cerveau, c'est l'orchestre, les musiciens, ils sont tous très bons, mais pour faire un truc bien précis, eh bien, il faut qu'ils se repèrent sur quelque chose. Ils se repèrent sur quoi? Sur le chef. Et donc, ce qu'on pense actuellement, c'est que la respiration, elle arrive au cerveau, elle est diffusée partout à partir du bulbe olfactif, comme on vient de le dire, et à partir de là, ça va favoriser, alors ça ne veut pas dire que on est complètement con si on ne respire pas, hein, c'est pas la question, mais ça va favoriser l'optimisation d'un certain nombre de tâches. Et c'est pour ça que quand on veut se concentrer sur une tâche mentale ou physique, on a tendance à bloquer sa respiration? Ah, ça c'est une excellente question, ça plairait à mon épouse, qui n'arrête pas de me dire: «Mais respire», hein, parce que je m'arrête de respirer à chaque fois que je me concentre. Et oui, ça c'est intéressant parce que, ça veut dire que on dit: «La respiration c'est automatique, c'est le tronc cérébral» et cetera, mais pas que finalement. Parce que si je fais un effort mental très intense, eh ben, je vais bloquer ma respiration et une des hypothèses, c'est pour libérer un peu de la place. Donc bon, après c'est à double tranchant, parce qu'on vient de dire qu'on avait aussi besoin de la respiration pour optimiser les performances. Donc c'est compliqué, c'est un jeu très complexe, là-dessus. En tout cas, ce phénomène des gens qui arrêtent de respirer quand ils se concentrent, c'est décrit, anecdotiquement. Ah oui. Le meilleur endroit où je l'ai trouvé, c'est dans un journal américain où, une personne, son compagnon lui disait: «Mais, tu respires pas?» Et le gars s'est interrogé, il disait: «Bah oui, parce qu'en fait, j'ouvre mes mails là et je me concentre sur mes mails et je respire pas». Donc ça s'est appelé email, apnea. Mais il y a pas très peu de documentation scientifique sur ce phénomène. Donc les grosses inconnues sur la respiration, par exemple, c'est l'effet de la concentration mentale et comment la concentration mentale perturbe la respiration. Donc là, on est dans l'autre sens. Ça, c'est quelque chose qui est pas très connu. C'est-à-dire que je me concentre très fort sur quelque chose et Voilà. quel est l'impact? Quel est l'impact? C'est étonnant parce que c'est quelque chose que tout le monde expérimente. Oui, oui. Alors justement, ça va peut-être nous permettre, on avait une question sur la colère que j'avais vu passer. Est-ce qu'il y a des manières de, Ah, pour revenir sur les bénéfices, oui. qui est calmer une crise? On sent que la colère monte. Alors la colère, tout le monde s'y Alors la colère, on expérimente. va parler de la colère, on va parler de l'anxiété et du coup, on va dire qu'on a vu tout à l'heure au début qu'il y avait, 3 niveaux de commande dans le cerveau. Il y a un niveau automatique, un niveau cortical et puis il y avait ce niveau émotionnel avec le cerveau limbique, reptilien.
Et donc, quand on est énervé, en colère, anxieux, la respiration change. Mais elle change aussi quand on éprouve du dégoût, quand on a peur, quand on a mal, quand on a du plaisir. Donc il y a vraiment cette connexion intense. Bon, du coup, moi, je peux lire. La respiration, c'est marrant comme fonction parce que je la vois et je l'entends de l'extérieur. Le cœur ou l'intestin, là, je te regarde, je vois pas battre ton cœur. Par contre, je vois très bien que tu respires. Donc, et du coup, et ça, on est exposé à ça depuis tout petit. C'est-à-dire on fabrique toute notre vie un catalogue qui met en parallèle la façon dont les gens respirent et l'état émotionnel dans lequel ils sont. Donc, une espèce de miroir sur l'état émotionnel. Maintenant, est-ce que je peux contrôler ça? Eh bien, la réponse, c'est oui, justement avec tous les mécanismes qu'on a décrits tout à l'heure. Quand on veut apaiser le cerveau, il faut ralentir sa respiration et l'amplifier. Et donc, que ce soit la colère ou que ce soit l'anxiété ou la peur, si on arrive à reprendre le contrôle, on va pouvoir faire des grandes inspirations et on va pouvoir libérer cette substance apaisante qu'est l'acétylcholine. Expression populaire: «Respire un grand coup, ça va aller mieux». C'est vrai, en fait. Et il suffit d'une grande inspiration pour que ça aille mieux. J'ai une petite fille qui a 4 ans. Elle s'appelle Abigail. Et à 4 ans, les gamins, ils commencent à être au niveau où ils aimeraient bien faire plus de choses qu'ils en sont capables ou qu'on les autorise, etc. Donc ils ont des frustrations, donc ils piquent des crises de colère. Ouais. Et ben, mon fils et ma belle-fille, Paul et Noël, dans ces cas-là, ils attrapent Abigail et ils disent: «Abigail, on se regarde», donc on se regarde, on respire 3 fois, grande respiration, allez, on fait ça 3 fois et ça passe, ça se calme. Donc dans un sens, tu veux dire que dans une situation de colère ou d'anxiété, ça a des répercussions sur le corps et la respiration dont on est un peu victime Voilà. et que le but, Et c'est de essayer de reprendre reprendre le le contrôle. contrôle, quoi. Et en reprenant le contrôle de la respiration, on doit arriver à contrôler les émotions. Et là, l'exercice, c'est quoi? C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, Oh, respiration déjà, lente? ne serait-ce que prendre, même pas la peine de se compliquer la vie, prendre déjà une grande inspiration, c'est déjà pas mal. Et en prendre 2 ou 3. Et voilà. On dit toujours, avant de parler, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Mmh. Moi, j'ai envie de dire, avant de parler sous le coup de la colère, prenons donc 3 grandes inspirations. Et Mmh. on va voir ce que ça donne. Je suis toujours surpris de ce que tu disais tout à l'heure, que c'est, que l'effet bénéfique, il est à l'inspiration, parce qu'on voit dans les films, tous les gens qui font Oui, c'est toujours démontré sur le souffle, mais, pas sur l'inspiration. mais regarde, pour pouvoir faire ce que tu viens de faire, qu'est-ce que Ouais. tu as fait avant? Bah, tu as inspiré Et ben forcément, voilà, ouais. et ben voilà. Mais ce qu'on montre, Et ce qu'on met en ouais, avant, mais c'est le oui, souffle, oui, ouais. oui. Alors Mais le mécanisme sécréteur d'acétylcholine, c'est l'inspiration. alors tu disais inspire une fois ou 2 et tu as cette technique du double soupir qui lui aussi le soupir on fait souvent mais la technique du double soupir, c'est de l'inspiration. Ouais, Alors je sais oui, pas si elle est ouais. validée scientifiquement ou Moi, pas. j'ai pas la notion, mais c'est de l'inspiration. Ce qui compte, c'est vraiment, C'est ça, maximum et voilà, tu fais ça, maximum là. Et ouais. là, en faisant ça, j'ai étiré mes poumons. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ce système inhibiteur? Parce que le cerveau, il est pas fou. Il dit: «Les poumons, c'est vachement important. Donc il faudrait peut-être qu'il arrête de me les gonfler parce qu'il va me les faire éclater là. Et donc stop». Relaxe-toi, c'est bon, Voilà, tout va bien. tout va bien. Souffle, Et donc souffle, j'envoie souffle un une coup. commande inhibitrice. Allez, on va prendre une autre question. J'espère que j'en ai pas perdu en route, mais il y en avait une tout à l'heure sur la méditation, voilà. Alors on revient, c'est exactement la même chose. Méditation, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. La respiration méditante, c'est grosso modo, à peu de choses près, c'est les mêmes principes que yoga, sophrologie, etc. C'est, je me concentre sur ma respiration, donc je pense pas à autre chose. Je respire par le nez, donc j'envoie des ondes lentes dans mon cerveau. Et je respire lentement et amplement, donc je fais mes ondes lentes et mon acétylcholine. Donc c'est vraiment ça. Et donc la respiration en méditation, elle a ses effets qui sont à la fois apaisants, et surtout, la concentration sur la respiration, hein. Il y a des techniques de méditation qui sont, des exercices qui sont purement respiratoires. Vous savez, tu sais, en méditation, il y a ce qu'on appelle le body scan, où on dit aux gens, Dis-nous ce que c'est. tu commences Ouais. par tu es tranquillement allongé, tu commences par penser à ton gros orteil, puis à ton petit orteil gauche, puis après tu vois qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il se passe quelque chose, puis tu remontes doucement. Qu'est-ce que j'ai dans mes chevilles? Qu'est-ce que j'ai dans mes jambes? Qu'est-ce que j'ai dans mes genoux? Et cetera. Et ça, c'est très apaisant parce que ça permet justement d'éviter les ruminations et on se concentre. Il y a aussi des exercices qui sont sur la respiration. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon corps quand je respire? Il y a de l'air qui rentre, je sens du froid, tiens, il y a une odeur. Ah bah tiens, c'est marrant, mais j'ai l'impression que mes poumons se gonflent, mes épaules reculent quand j'inspire. Et en se concentrant sur tous ces phénomènes liés à la respiration, on est dans une pratique de méditation
qui va avoir son effet apaisant et puis surtout de chasser les ruminations. Mais en plus du body scan, tu as les effets physiologiques de la Et respiration en lente qui plus, s'ajoutent. et on peut ajouter bien sûr les effets physiologiques dont on a parlé. Il y a parfois des pilotes qui font des actions demandant une grande, je ne vois pas la fin de la question, mais une grande concentration, j'imagine. Donc, est-ce que pour faire des tâches complexes, on peut s'aider en respirant d'une manière particulière? Ah, alors, c'est très compliqué de répondre à cette question, mais je vais répondre un petit peu à côté. Les pilotes qui font des actions qui demandent une grande concentration, ils respirent dans un masque. Comme tous les pilotes, hein, les pilotes de chasse, ils respirent dans un masque à oxygène. Et ils vont avoir un petit effort à faire, tout petit, pour ouvrir la valve du masque et avoir la livraison d'oxygène. Eh bien, on s'est aperçu que quand cet effort était trop important, parce que la valve n'était pas assez souple, eh bien ça activait leur cortex cérébral, parce que du coup, ils étaient obligés de forcer pour avoir leur oxygène, et que ça pouvait diminuer les performances cognitives. Ah, donc c'est pas bon. Et donc, c'est pas bon. Et Ouais. donc, du coup, c'est pour ça que c'est très important pour les pilotes de ne pas avoir de contraintes respiratoires, parce que il y a un risque de détériorer leur performance. Et ça, il y a plusieurs études qui ont été faites. Donc cet exercice qui consiste à tirer dans une paille, c'est pas bon pour la concentration? Ah non, c'est pas bon du tout pour la concentration. C'est l'exercice qui consiste à tirer dans une paille, c'est ce qu'on utilise pour faire comprendre aux gens ce que c'est que d'avoir une maladie respiratoire et d'avoir du mal à respirer. Et ça va engager considérablement le cerveau, à la fois du côté sensoriel, hein, le cerveau va dire oh là, je souffre, et puis aussi du côté moteur, je lutte pour avoir de l'air. Et ça, c'est très Mais mauvais c'est pour pas la une technique qui concentration. permet de développer ses capacités Et inspiratoires? oui, mais quand tu fais ça, tu vas développer des capacités respiratoires, mais tu vas avoir aussi du mal à te concentrer. Ouais, donc on évite. Ouais, c'est pas qu'on évite, mais il faut savoir ce qu'on fait. Bon. Alors oui, pour se concentrer, bah, l'apnée, c'est ce qu'on vient de dire, hein, quand je respire pas, je me concentre. Est-ce que l'intérêt de la respiration va être meilleur lorsque celle-ci est faite en groupe? Alors ça, on en a parlé On tout en à a l'heure un un peu peu, parlé c'est avec la la chorale synchronisation, oui. et donc la synchronisation de groupe, c'est clair, la réponse à cette question, c'est clairement oui. C'est-à-dire que la respiration collective, elle améliore la coopération du groupe. Et pourtant, tu me disais tout à l'heure qu'on respire tous différemment et Ouais, on a tous des capacités pulmonaires mais on est différentes. plastique, mais on est souple. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti de la chorale, c'est fini, vous revenez à votre propre Ouais. respiration. Donc on peut dérégler notre respiration très personnalisée, on peut la dérégler volontairement pour faire tout ce qu'on a dit, et on peut la régler aussi par mimétisme en présence d'un groupe et de quelqu'un d'autre. Maintenant, ça a des limites, hein, parce que la respiration, elle est aussi très dépendante de la morphologie. Une petite femme et un gros Bah homme oui. n'ont pas besoin de la même quantité d'air, donc on n'arrivera jamais à les synchroniser, ces deux-là, hein. Ou alors on les synchronisera une fois de temps en temps. Mais ils sont Mais tous les 2 en fait dans la douleur finalement. C'est oui, puis encore une fois, la notion de synchronisation, elle est limitée. Mais et puis quand on va sortir de l'exercice collectif, on va revenir à notre propre respiration. Mais oui, la réponse, c'est la respiration collective, ça permet d'améliorer la communication au sein du groupe. alors autre question, question de Siloug, heu, la respiration et la douleur. Alors on en parle un peu dans le journal. Il y a des effets positifs de la respiration sur la douleur. Comment on Oui, explique ça? alors déjà, la première explication, c'est que la respiration et la douleur, c'est la même famille. Donc, quand j'ai du mal à respirer, ce que j'ai appelé dyspnée tout à l'heure, Mmh. les soufflements des gens qui sont malades de la respiration, c'est une souffrance qui ressemble beaucoup à la douleur. En fait, elle est pire, parce qu'elle est toujours associée à de l'anxiété et à de la peur. Quand j'ai du mal à respirer, je me demande si je vais pas mourir. Quand j'ai très, très mal aux genoux, j'ai très, très mal aux genoux, mais je vais pas mourir. Donc, c'est la même famille, mais il y a des différences. Et il y a des interférences entre les 2. Par exemple, on sait que, c'est dans un album de Lucky Luke, mais je sais plus lequel, où on doit arracher une dent Mmh. et le dentiste, il a une assistante et au moment où il va tirer sur sa pince pour arracher la dent, l'assistante, elle donne un gros coup de marteau sur le pied du patient. Oui, c'est Et dans les voitures qui font du ski aussi, c'est le but, le gars, il a mal au pied, mais il a pas mal à la dent. ouais. Donc il y a une interférence entre les 2. Donc déjà, entre respiration et douleur, il y a cette interférence. Et donc, par exemple, une façon de soulager la douleur, dont on n'a pas parlé dans le livre et dans l'article, mais exprès, c'est de faire ce fameux exercice de la paille. Ouais. Parce que tu vas rendre ta respiration difficile et du coup, tu vas diminuer la douleur ailleurs
par un phénomène Tu détournes en fait l'attention du cerveau. Voilà, Ouais. exactement, c'est un Ouais. phénomène de compétition. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut parler. Ce qu'il faut parler, c'est justement de l'hyperventilation dont on a parlé tout à l'heure. Quand on hyperventile, on va changer Volontairement ou involontairement? volontairement, hein. Volontairement, ouais. J'ai mal quelque part. Bah, classiquement, c'était les techniques d'hyperventilation pendant l'accouchement. On demandait beaucoup aux femmes d'hyperventiler pour diminuer la douleur des On contractions. demande plus? C'est moins à la mode. C'est D'accord, moins à la OK, mode. pardon. Et donc, pourquoi? Parce que quand on fait cette hyperventilation, comme on l'a dit tout à l'heure, on change la composition du sang. Donc, on va changer la façon dont les neurones fonctionnent, les membranes des cellules fonctionnent, et on va atténuer la douleur. Donc, l'hyperventilation permet de diminuer la sensation douloureuse. D'accord, et est-ce que c'est quelque chose qui peut être objectivé, pratiqué même à l'hôpital, pour, dans la question qu'il y avait, c'est est-ce que ça peut diminuer le nombre de médicaments qu'on prend? Non, Est-ce qu'on parce en est que là? c'est transitoire. On ne peut D'accord, pas rester en hypoventilation comme ça pendant d'accord. longtemps. C'est juste Mais un petit élément donc transitoire. c'est plus quand je me cogne le petit orteil contre Par un exemple, coin de table. voilà. Les douleurs chroniques? Les douleurs chroniques, la respiration n'a pas grand-chose à voir. Non? Non. Non. OK, merci beaucoup. Alors, on va prendre une autre question. Est-ce que certaines populations ont des prédispositions génétiques pour la respiration? Avec l'exemple des Sherpas. Alors Alors les la Sherpas, question, c'est ces porteurs qui aident, oui, les occidentaux qui arrivent, qui veulent monter l'Everest et qui vont porter des choses à leur place, mais eux, tout- ils ont toujours habité là-bas. toutes les populations d'altitude. En fait, la question est posée très exactement parce que le mot qui est choisi, c'est respiration. Et là, on ne parle pas de respiration avec l'air qui rentre et qui sort de la poitrine, on parle bien de la respiration de la Cellules, cellule. ouais. Et donc, ces populations, elles ont effectivement des modifications qui leur permettent, malgré le manque d'oxygène dans l'air à cause de la pression basse liée à l'altitude, de garder les capacités du sang à oxygéner leurs muscles. Première chose, ils ont plus de molécules d'hémoglobine. Pourquoi est-ce que la France entraînait, ou je ne sais pas si elle le fait toujours, ses athlètes à fond romeux? Parce qu'en altitude, on va augmenter la quantité de globules rouges qui amènent de l'oxygène au sang. Bah, ça se fait aussi en dopage, avec une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine, l'EPO, qui va augmenter la quantité de globules rouges dans le sang. Bah, chez les habitants des hautes altitudes, on a ce phénomène. Et en plus de ce phénomène, il y a effectivement des prédispositions génétiques, c'est-à-dire que l'hémoglobine, elle ne marche pas exactement de la même façon, c'est un peu des mutations, et donc ils ont une meilleure capacité à faire rentrer dans les muscles l'oxygène qui est raréfié dans l'atmosphère, sans qu'il y ait aucune intervention particulière des poumons Oui, là-dedans. c'est ça se passe pas au niveau des Non, poumons, donc ce que tu appelais la ventilation et non pas la voilà. respiration tout à l'heure. Là, on est vraiment dans Et par exemple, les personnes qui vivent toute leur vie en haute altitude n'hyperventilent pas. Ils ont la même ventilation que des gens qui vivent toute leur vie au niveau de la mer. Par contre, si moi je passe du niveau de la mer à 5000 mètres de façon rapide, eh bien, je bien vais sûr. hyperventiler parce que j'en aurai pas ces adaptations. D'accord. On a une autre question qui est un peu un prolongement de la précédente sur la méditation et la douleur, mais c'est en fait la question inverse. C'est est-ce que, quand tu effectues souvent de la méditation, tu travailles sur la respiration, est-ce que tu peux devenir moins sensible à la douleur? Alors, je ne sais pas répondre de façon scientifique à cette question, mais on a dit qu'il y avait un lien entre difficulté à respirer et anxiété, mais il y a un lien entre anxiété et douleur. Et quand on est... prends deux exemples. Tu parlais de se cogner le pied dans la table là, tout à l'heure. Bah, si tu te cognes le pied dans la table alors que tu es en hyper stress professionnel, tu n'as pas beaucoup dormi, tu as un peu la gueule de bois, et il y a le banquier qui dit quand est-ce qu'il arrive mon chèque, Tu as encore plus mal. ben, tu vas ressentir le même choc de façon beaucoup plus désagréable et beaucoup Ouais, plus intense que si tu as bien dormi, tu es reposé, tu es en vacances ouais. et tu viens de gagner au loto. Et donc, la méditation, elle a quand même la capacité à mettre les gens dans un état beaucoup plus relaxé et probablement ça peut interférer avec la douleur. OK. Alors, merci beaucoup. On a suivi, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble et Pandico nous donne, une excellente question pour faire une petite transition. Est-ce qu'il y a des produits sur internet pour mieux respirer? Et est-ce que ça marche vraiment? Et justement, on avait préparé quelques images. Alors Alice, là, tu vas pouvoir nous les envoyer, de choses que tu as repérées sur Alors internet. non, mais déjà Et avant les images d'Alice, non, respirez rien du tout, hein. Il faut pas se mettre des trucs dans les poumons.
Alors ça, moi j'ai essayé et je vois souvent des sportifs qui en mettent, que Oui, ce soit des alors ça, sportifs c'est ou mécanique, c'est ouais. purement Alors mécanique. vas-y. C'est que, on va augmenter le diamètre des narines et Voilà. donc, on va diminuer la résistance à l'écoulement de l'air des voies aériennes, donc l'air va passer plus facilement. Cela dit, quand on court beaucoup et qu'on fait du sport, on respire par la bouche ouverte. Du coup, ça sert à rien. Heu, Peut-être un tout petit effet sur certaines personnes qui ronflent ou qui ont des apnées du sommeil. Ça peut améliorer les choses parce qu'il y a moins d'efforts à faire et l'air va passer plus facilement. Moi je trouve ça génial ce truc, hein. Moi j'adore respirer avec ça, mais je me suis toujours demandé pourquoi on n'a pas eu des narines plus grandes, quoi. Il y a toujours cette résistance à l'air par la narine, moi ça m'agace. Toi tu essayé? Alors, j'ai pas essayé, non. J'ai pas Ouais. essayé. Et c'est pratique, aussi quand tu as le nez un peu quand tu es un peu Alors oui, enrhumé, c'est ça te pratique dégage un quand on est peu, un hein? peu enrhumé, oui, oui. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce que tu nous mets là ici? Est-ce que des compléments alimentaires par exemple, est-ce que ça marche? Non, Non? Aucun? non, Rien? je vois pas, il y a pas de raison Compléments ou et alimentation il y d'ailleurs, a hein? aucune raison que des compléments alimentaires changent quoi que ce soit à la respiration. D'accord. Est-ce que si on ouais, alors je sais pas, on va continuer. Alors ça, ouh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça doit être un truc pour réduire au contraire la taille de l'air qui rentre dans la bouche. Tu connais ça? Non, je l'ai pas. C'est joli, ça ressemble à un papillon, Ouais. Bon, mais donc je sais pas à quoi ça sert. non, OK. Est-ce que tu en as une autre, Alice, à nous montrer? Une autre de tes trouvailles? Alors ça doit être, j'imagine, tout Ça, on simplement, en a bon, ça, parlé, hein, c'est bien le sûr, chant. ça, Le ça marche chant, vraiment. il y a d'une part le chant et d'autre part le fait d'être ensemble. Donc il y a les 2, il y Oui, a la ouais, synchronisation, ouais. quoi. Ouais. Et ça va dans les 2 sens. Ça améliore la respiration et vice versa. Alors là, non, hein, la réponse est non. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des huiles essentielles, c'est Ouais. des inhalateurs et cetera. Je déconseille très fortement, c'est du gras. Le gras, c'est pas éliminé facilement par, l'organisme et donc on va respirer et s'envoyer des petites gouttelettes de gras au fond des poumons. En plus, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, et ça peut être allergisant, ça peut déclencher de l'asthme ou des allergies, donc je déconseille fortement. Ouais, mais tu as quand même des, alors moi je suis pas un spécialiste de ça, mais des trucs à la menthe, ça tu toujours l'impression que ça te dégage les voies nasales? Oui, parce que la menthe a un effet très particulier, elle stimule les mêmes récepteurs dans les voies aériennes que le froid et donc elle donne cette impression d'écoulement de l'air plus important. Ce n'est qu'une Mmh, impression. C'est pas, il y a ce rien de n'est qu non, mécanique. il y a rien de mécanique, ça n'est qu'une impression. Mais la menthe, c'est pas des huiles essentielles. Respirer un petit quand on mange un bonbon de menthe, par exemple, ou quand on se met sur la lèvre un petit pâte avec de la menthe, ou de l'eucalyptus, on n'envoie pas du gras dans les poumons, on n'envoie pas des substances, on n'envoie que la molécule odorifère. Donc la menthe, j'ai pas trop de problèmes. Mais ça fait rentrer dans l'organisme des choses qui ont rien à y faire. D'accord, donc c'est vraiment l'aspect mécanique que tu pollues tes Oui, poumons oui. d'un corps étranger. Et puis on sait pas ce qu'il y a dedans, hein. Donc des produits sur internet, tu connais pas, quoi? Il y a rien. La respiration, c'est mécanique, Non, oui, non, il y non, a rien. Non, non, non. j'étais fasciné par la question sur le joueur de Alors, tennis avec une vas-y, chaussette dans la bouche. Bah, je savais pas. pour forcer la donc c'est, ah oui, en fait, c'est pour se boucher la bouche, quoi. Ouais, bah, je savais pas et donc du coup, je sais pas répondre à la question Mais mais pourquoi. mais comme tu disais tout à l'heure, on Moi a moi, quand je même, trouve que c'est contre-productif parce que forcer la respiration nasale, c'est rendre la respiration difficile, en fait, hein. oui, parce que tu as une plus grande Heu, capacité par la bouche. oui et surtout qu'au tennis, en plus, c'est des efforts explosifs, où on a besoin d'augmenter brusquement sa ventilation pour suivre, l'effort, donc ça me rend perplexe. Mais à force de travailler, c'est un peu la même question que pour la paille, de travailler sa respiration nasale, on peut pas progresser? Non? Bah et On est condamné à l'anatomie, l'atonie. c'est l'anatomie, hein, Ouais, et c'est plus long, le trajet est plus long, le conduit est plus court et donc la résistance sera toujours plus élevée que la bouche ouverte, hein. ouais. Alors, il y a une question de Vitruvien sur le seuil de cohérence, sur le seuil de douleur par rapport à la cohérence cardiaque. Bon, bah, ça, on en a parlé tout à Oui, l'heure un c'est la peu, même quoi. réponse qu'on a Mmh, faite, sur la méditation, hein, donc ça, tout ce qui réduit le stress et qui ouais, mais apaise, c'est pour tout de suite, c'est pas, tu oui, deviendras pas alors moins sensible à la douleur après en je sais général, pas, il y quoi. a j'ai pas d'études en tête Mmh. mais il y a une logique à dire que si je réduis mon niveau de stress chronique, bah, je vais être moins sensible à des agressions et des douleurs. Il y a une logique, mais je j'ai pas de données scientifiques qui permettraient de le recommander. Ouais. Parlons, on va bientôt devoir se quitter, mais parlons quand même une minute, maladie. Est-ce que, il y a des moments où on peut sentir sa respiration anormale? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent alerter? Il faut, Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on n'est pas malade, on doit jamais avoir de difficulté à respirer. C'est pas normal d'avoir du mal à au respirer. repos? Au repos ou à un exercice modéré. Évidemment, si vous venez de courir, 7 kilomètres à fond, alors que d'habitude vous courez 3 kilomètres pas à fond, vous allez ressentir une gêne respiratoire. Mais attention, même dans cette, situation-là,
vous allez respirer de façon extrêmement intense, on dit comme un bœuf, hein, ou comme un soufflet de forge, parce que la langue est très, très riche dans des expressions respiratoires. Vous n'êtes pas en danger, hein, et même si je vous dis, de me parler, donc ce qui est à dire de perturber la respiration automatique, on va y arriver quand même, et du coup, c'est les muscles qui crient. Quand on a fait cet effort excessif et qu'on a du mal à respirer, le cerveau, il entend la respiration, il dit: «Oh là là, ça respire fort, c'est ça qui va pas», mais en fait, ce qui va pas, c'est les muscles qui sont bourrés d'acide lactique et qui vont pas bien. Donc ça c'est pour la partie, effort. Donc être essoufflé quand on fait un effort très intense, c'est normal. Mais par contre, être essoufflé quand on fait un effort modéré, pas très intense ou différent de d'habitude, c'est pas normal. Donc le signe d'alerte, c'est: je dois jamais avoir une restriction de mon activité à cause de la respiration. Et dans ces cas-là, il faut faire des tests. Il y a 2 façons de faire. Soit on va voir un médecin qui va faire des tests, mais il y a un petit truc sympa qui est d'aller sur un site qui est le site de la Fondation du Souffle. La Fondation du Souffle, c'est une fondation qui finance la recherche et l'information sur les maladies respiratoires. L'adresse, internet est très simple, c'est www.lesouffle.org, et sur ce site, il y a un truc qui s'appelle le soufflotest. C'est un questionnaire auquel on répond. Et à la fin du questionnaire, on vous dit: «Non, bah, vous n'avez pas de risque respiratoire», ou bien: «Non, mais là, vous avez quand même un risque respiratoire et vous devriez Donc là, consulter». c'est par rapport à tes habitudes de vie? Les habitudes de vie, puis aussi ce qui se passe. Dans le questionnaire, il y a plein de choses. On vous demande si on fume, si on a eu, des maladies respiratoires dans l'enfance, plein de questions comme ça, mais aussi, est-ce qu'on est gêné pour respirer dans telle situation ou telle autre? Et il y a des signaux, d'autres signaux qui doivent alerter? Moi, je pense que c'est vraiment le signal principal. Mmh. Après, quand on fume, 1, c'est bien d'arrêter de fumer, c'est pas toujours facile, mais 2, c'est bien aussi de surveiller sa santé. Et il y a quand même encore aujourd'hui, 30 des gens qui ont entre 25 et 75 ans qui fument. Ouais. C'est beaucoup. Et la vapoteuse? La vapoteuse, c'est bien pour arrêter de fumer. C'est clair parce que ça aide, et donc dans ce cas-là, on dit quoi? On dit: «Rouler à 140 sur l'autoroute quand c'est limité à 130, bah, c'est pas bien». C'est quand même beaucoup moins dangereux que de rouler à contresens. Mmh. Donc la vapoteuse, c'est 140, la cigarette, c'est contresens. Par contre, de la même façon que pour les huiles essentielles tout à l'heure, on n'a aucune raison de s'envoyer quoi que ce soit dans les poumons. C'est trop fragile, c'est trop précieux, et donc la vapoteuse, telle qu'elle est promue actuellement chez les jeunes par, l'industrie du tabac, parce qu'il ne faut pas se tromper, les cigarettes électroniques sont maintenant toutes en possession des gens qui vendent les cigarettes, hein, c'est les mêmes, ils ont tout racheté, et ils promeuvent l'usage, bah, pour écouler du tabac, hein, de la Mmh. nicotine. Mmh. Mmh. On ne sait pas trop si c'est toxique et à quel point. Pardon, on ne sait pas trop à quel point c'est toxique, mais on sait que c'est toxique. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a des anomalies cellulaires, et cetera. Donc, on fume pas, même de la laitue. On vous parle depuis Paris. Aujourd'hui, on était sur un pic de pollution. Un jour comme ça, on évite d'aller dehors? Alors, pas forcément, on évite d'abord, ça dépend si on est malade ou pas. Si on a une maladie respiratoire chronique comme de l'asthme, ou une maladie liée au tabac, oui, on évite d'aller dehors. Si on n'en a pas, on évite de faire de la course à pied, de faire des gros efforts respiratoires, pour pas s'imprégner le poumon de particules. On essaie de pas courir, de pas faire d'hyperventilation. Normalement, dans une journée normale, on va respirer à peu près 15 000 litres d'air. 15 000 litres. 15 000, et ça peut doubler si on fait de l'exercice. Et donc, dans cet air, il y a l'oxygène qui fait vivre, mais il y a aussi tout un tas de saletés, qui risquent d'apporter des maladies. Et donc, il faut éviter de multiplier la quantité de toxiques qu'on apporte dans les pics de pollution. Donc on évite pas de sortir, mais on évite de faire des efforts. D'autres conseils pour garder ses poumons en bonne santé? Ne pas fumer. Bon, j'espère que le message est passé. On va devoir bientôt se quitter puisqu'il est, ça fait presque 1 heure et quart qu'on est ensemble. On va prendre une dernière question qui me plaît bien, c'est, quand on passe longtemps dans l'espace, est-ce que, les capacités humaines, humaines et respiratoires ici ou ventilatoires, Ouais, ça change? c'est une très bonne Est-ce que Thomas question. Pesquet a des poumons différents des nôtres? Alors je pense pas. Il y a deux choses, qu'on peut imaginer. Les poumons, ils ont un poids, comme tout objet, et donc quand on est debout ou couché, les poumons, ils sont sous l'effet de leur propre poids. C'est-à-dire que le haut des poumons, il est plus ouvert à aérer que le bas des poumons, parce que sur le bas des poumons, il y a le poids de tout le poumon qui est au-dessus qui pèse. Donc, et ça, bien sûr, en apesanteur, ça disparaît.
Mais c'est une bonne chose que le haut des poumons soit plus enfin, c'est pas une bonne chose, mais en fait, le sang, lui, c'est pareil, la gravité, elle dirige le sang vers le bas des poumons. Et donc, du coup, quand on est en apesanteur, l'air est réparti partout pareil et le sang est réparti partout pareil. Et finalement, la nature étant bien faite, ça dégrade plutôt un tout petit peu l'efficacité des poumons à oxygéner. Bon, s'en fout, hein, Thomas Pesquet, il est en pleine santé, s'il perd 2 de sa capacité à oxygéner les poumons, c'est rien. Après, il y a une deuxième chose, c'est les muscles. Astronautes pour les Américains, cosmonautes pour les Russes, spationautes pour les Français, Taïkonautes pour les Chinois. pour les Chinois. Tous ces gens-là, quand ils redescendent, comme ils n'ont pas été sous l'effet de la pesanteur, ils ont des muscles des jambes en particulier qui sont atrophiés, ils ont un peu de mal à marcher, il faut faire de la rééducation. Pour la respiration, il n'y a pas d'études, mais il n'y a pas de raison non plus, parce que le diaphragme et les muscles respiratoires, en fait, travaillent très très peu. Quand c'est très bien fait, la mécanique de la cage thoracique est absolument superbe. Et donc, du coup, pour faire bouger les poumons, il y a besoin de très peu de force, très peu de choses. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Par contre, ils vont arriver avec des muscles et qui vont être atrophiés, moins capables de bouffer de l'oxygène. Et du coup, ils vont se retrouver dans la situation qu'on décrivait tout à l'heure, avec la personne pas très entraînée qui monte 4 étages. Ces muscles disent de l'oxygène, et du coup, la ventilation va être plus augmentée. C'est pas pour autant que c'est les poumons le problème, ça reste les muscles. Ouais, donc ceux qui vont prendre un long voyage, si Trump va aller sur Mars, ils risquent d'avoir quelques soucis pour. Oui, alors mais ce que je préconiserais bien, ce serait que pour le premier voyage sur Mars, les gens qui essayent d'y aller, ça soit Trump et Musk ensemble. Comme ça, ils ne seront pas là pendant un certain temps. D'accord. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Thomas Similovski, donc auteur avec Guillaume Jacquemont du livre Les super pouvoirs de la respiration, paru l'été dernier chez Albin Michel. Vous retrouvez Thomas aussi dans le dernier numéro de Science et Avenir. N'oubliez pas aussi de venir sur le site web L'actu au quotidien en continu sur www.scienceetavenir.fr. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. Notre community manager fait un travail formidable, notamment sur Instagram. Donc, venez nous rejoindre. J'espère que cette session Twitch vous a plu. On va essayer de faire de ce rendez-vous un vrai rendez-vous, quelque chose d'assez régulier. Donc, je ne sais plus comment on dit maintenant. Abonnez-vous, revenez. Faites-le savoir en tout cas. Parlez de nous. On a besoin de votre soutien pour continuer. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup à Alice Carliez qui était en coulisses et qui avait finalement, elle était super. Elle m'a fait tout un conducteur avec tout. On n'a rien suivi. Elle a travaillé comme une folle, mais grâce à vous qui m'avez posé les bonnes questions. Et en fait, c'est pas mal de questions qu'elle voulait mettre. Vous avez fait le conducteur et conducteur à la place d'Alice et c'était parfait. Effectivement, j'ai une remarque. En plus d'Instagram, Blue Sky, nous y sommes. Donc, retrouvez-nous sur Blue Sky avec grand plaisir. Et Thomas, à bientôt. À bientôt. Hein, merci à tous de vos excellentes questions. Merci et beaucoup. portez-vous bien, ne fumez pas et à bientôt. À Salut. bientôt.